Bien, bonjour, je vous propose de commencer avec une minute et quelques d'avance. Ça me permet en fait de vous remercier d'être présents, nombreux, à cette deuxième partie en fait de cet enseignement sur les défis dans le domaine des maladies infectieuses. C'est aussi l'occasion de vous souhaiter une très bonne année 2016, meilleure j'espère que 2015. Ce ne sera pas difficile. Donc, encore une fois, ravi de vous voir ici. Je vous ai affiché le programme de cet après-midi. Donc, la présentation que je vais vous faire immédiatement sur de la vaccination de masse à la vaccination personnalisée, rêve ou illusion. Le titre est un peu cryptique, j'essaierai dès le début et au fur et à mesure de vous orienter un petit peu sur ce que j'avais derrière la tête en le mettant comme ça de façon un petit peu provocative. Ensuite, comme c'est la règle cette année, j'ai demandé à un jeune chercheur, ou plutôt une jeune chercheuse de notre laboratoire, Laurie Pinault, de venir vous présenter une hypothèse, une expérience, son interprétation, pour vous montrer aussi que dans ce domaine des vaccins et de l'immunologie des maladies infectieuses, plus généralement, il y a beaucoup de recherches académiques et des choses parfois très sophistiquées pour essayer de décortiquer, si je puis dire, ou déchiffrer comment les pathogènes interagissent et éventuellement altèrent les réponses immunitaires de l'autre, ce qui est important, bien entendu, à connaître pour développer un vaccin. Et puis, à partir de 17h30, nous aurons, je dirais, la chance et le privilège d'avoir avec nous, elle est déjà là d'ailleurs, Marie-Paule Kieny, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment une chance qu'elle ait pu accepter de venir nous parler ici. Je vous la présenterai bien entendu avant qu'elle débute son séminaire, mais pour vous dire tout de suite qu'au fond, nos présentations sont extrêmement complémentaires et elle vous donnera une idée par rapport à ce dont je vais parler moi-même de ce que sont finalement les moyens dont on dispose pour essayer de transférer les connaissances fondamentales en microbiologie, en maladies infectieuses, en vaccinologie, au développement et à la mise en place de politiques de vaccination, comme je l'ai mis dans mon titre, en fait, contre les maladies négligées pour les populations négligées. Donc voilà un peu le menu, si je puis dire, de cet après-midi. Donc le titre, tout d'abord, de la vaccination de masse à la vaccination personnalisée, rêve ou réalité. Ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est de vous accompagner finalement dans une certaine mesure dans une réflexion, et j'espère qu'on aura le temps et à la fin de toutes ces présentations d'organiser une petite discussion, enfin, entre guillemets une table ronde, de vous accompagner sur finalement quelque chose qui devient de plus en plus aigu, qui est cette réflexion sur les vaccins, sur la vaccination. On en reparlera bien entendu en cours de route. Et sur ce que pourrait être, au fond, la transition entre, effectivement, ce modèle de vaccination de masse qui a prévalu au XXe siècle et ce que les choses peuvent devenir, quel nouveau paradigme, quel nouveau modèle peut se développer par rapport aux vaccinations dans le nouveau siècle, dans le XXIe siècle. Donc, on commence, au fond, par quelques définitions et une clarification de ce que j'entends au fond par vaccination de masse, paradigme du XXe siècle. La vaccination de masse, au fond, ça a presque une connotation de nos jours péjorative, et pourtant ça a été essentiellement la grande contribution du XXe siècle pour éradiquer les grandes maladies endémiques. Donc c'est l'administration universelle du même groupe de vaccins à l'ensemble de la population, en l'absence bien entendu de contre-indications, avec un certain nombre de postulats de base qui ont été finalement assez peu remis en question ou rediscutés jusqu'à présent. C'est-à-dire au fond que chaque individu vacciné répond immunologiquement de manière identique en développant un type d'anticorps, des réponses cellulaires à peu près similaires et présente bien entendu des effets secondaires minimes, disons tolérables à cette vaccination lorsqu'ils surviennent en matière de gravité éventuelle. Donc on est là, bien entendu, dans quelque chose qui, quelque part, ne prend pas en compte l'individu, mais prend en compte la société qui doit se vacciner et qui doit collectivement se protéger contre une maladie donnée ou un groupe de maladies données. L'autre postulat, c'est que chaque individu est exposé à un risque à peu près similaire par rapport à l'agent infectieux contre lequel on va le vacciner.
Donc le nombre d'injections, le titre du vaccin, au fond, est standardisé et souffre de très très peu de modifications et parfois même pas de modifications du tout. Donc c'est vraiment, comme je le disais au tout début, le paradigme, le modèle qui a sous-tendu le programme élargi de vaccination, le PEV, qui a été adopté en fait par la plupart des nations jusqu'à présent. Et c'est ce qui, au fond, a bâti au XXe siècle une couverture vaccinale, en tout cas pour ce qui concerne les composants des vaccins utilisés, une couverture vaccinale assez exceptionnelle, en tout cas, disons, dans les pays industrialisés, avec à charge, bien entendu, de la développer telle que c'est fait actuellement dans les régions les plus défavorisées, mais en gardant ce même mode et cette même, je dirais presque par moment, anxiété d'une couverture maximale de façon à assurer la meilleure qualité possible de la couverture. Donc la question, c'est au fond, qu'est-ce que va devenir ce modèle de vaccination de masse au XXIe siècle? Est-ce qu'il va subir des modifications? Est-ce qu'il va subir des inflexions? Est-ce que cette tendance qui s'affirme clairement en médecine, dans beaucoup de domaines, pour l'instant beaucoup dans le domaine de la thérapeutique, qui est la tendance à la personnalisation des thérapeutiques, des molécules, de l'adaptation par exemple des biothérapies à des individus en fonction de marqueurs génétiques qui les prédisposent plus ou moins à la survenue de la maladie ou à sa gravité. Est-ce que toute cette notion de médecine de précision, de médecine personnalisée, va sous une forme ou sous une autre s'insérer dans ce paradigme de vaccination de masse et lui donner, disons, une allure et un profil un petit peu nouveau dans le siècle qui vient de débuter? Et jusqu'à quel point, au fond, ces modifications vont-elles s'installer? Alors, juste pour asséner d'emblée un certain nombre de vérités qui ne sont pas toujours finalement reconnues, et c'est dommage, on peut quand même dire que la vaccination est vraiment reconnue comme, on dit le succès pour appuyer un petit peu le trait, en fait l'un des grands succès de la santé publique au cours du XXe siècle, et que ça n'est pas simplement une problématique, si c'était ça, ce serait déjà formidable, et c'est déjà formidable de protection individuelle ou collective contre les maladies, c'est aussi un outil phénoménal de santé publique, en particulier quand on commence à réfléchir en termes de coûts-bénéfices interventionnels. Il est très clair que la prévention vaccinale coûte beaucoup moins cher aux sociétés, et en particulier dans les pays en voie de développement, par exemple, que la médecine curative, dont les coûts partout sur la planète explosent à l'heure actuelle et reposent des vrais problèmes d'égalité devant les soins. Là, le vaccin est quand même dans une situation à ces termes-là beaucoup plus favorable. Alors, il y a bien sûr dans tout ça et dans toute cette vision des succès de la vaccination au XXe siècle, des images un petit peu, je dirais, lyriques et au fond, l'exploit symbolique de la vaccination de masse du XXe siècle, ça a été l'éradication de la variole, comme vous le savez, qui a été déclarée effective en 1978 par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pour clarifier un petit peu les terminologies, et ce n'est pas toujours très simple parce que dans la littérature, souvent, les termes sont utilisés l'un pour l'autre. Quand je vais parler d'éradication, en fait, l'éradication, je pense qu'on devrait prendre ce terme dans le sens de l'agent étiologique, le microbe, le virus, en l'occurrence pour la variole qui est ou était responsable de cette maladie, puisque maintenant c'est du passé, a disparu de la planète. On n'en trouve plus, sauf éventuellement dans des laboratoires de haute sécurité où ils sont censés être gardés sans risque de fuite vers l'extérieur, mais globalement, on peut dire qu'au niveau des populations concernées, ce virus n'existe plus. C'est ça l'éradication. Et puis, je dirais, dans une hiérarchie, et si on descend un petit peu dans l'ambition et la réalité des choses, il y a l'élimination. L'élimination, c'est la maladie qui disparaît. Et ça, on a beaucoup d'exemples grâce à la vaccination, mais le virus ou l'agent étiologique continue à circuler. Et ça, c'est important à prendre en considération, on en reparlera, parce que dès qu'on lève le pied, si je puis dire vulgairement, sur la vaccination, l'agent étiologique circulant, la maladie reprend quasiment immédiatement, et parfois avec une vitesse et une brutalité tout à fait étonnantes.
Donc, éradication de la variole, grand succès et au fond motivation à continuer et à essayer de commencer à accrocher d'autres maladies, je dirais, au tableau de chasse de la vaccination. La première, par la suite, on va en reparler rapidement, étant la poliomyélite, une autre étant la rougeole, et on peut comme ça commencer à réfléchir. Et à réfléchir aussi en termes de modélisation et d'objectifs. C'est-à-dire, est-ce que pour une maladie donnée, l'objectif d'élimination, voire d'éradication, est un objectif rationnel et atteignable? Ce qui a fait probablement le succès de la vaccination contre la variole, qui a permis au fond, et c'est presque une preuve par l'absurde, d'arrêter la vaccination de la variole du fait de la disparition complète de la maladie et de son agent étiologique. Finalement, le rêve d'un vaccin, pour un vaccin, c'est de ne plus avoir, au fond, à un moment à l'utiliser parce que la maladie et son agent étiologique ont disparu. Ça, c'est peut-être, je dirais, on avait mangé notre pain blanc avec la variole, parce qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques de la variole qui permettaient effectivement d'espérer cette éradication, tout ça étant fait de façon extrêmement rationnelle et planifiée. La première raison, c'était qu'il n'y avait pas, et quand on avance, on s'aperçoit que c'est effectivement le cas, de réservoir de virus de la variole hors de l'homme. Il y a un vaccin, un virus du singe, ce qu'on appelle le monkeypox en anglais, mais qui donne une maladie qui ressemble un petit peu à la variole, mais on ne considère pas en matière de réalité de la maladie, de gravité, de conséquences de la maladie, que ça puisse être assimilé à, disons, un variant oublié du virus de la variole en cours de route. L'autre caractéristique qui a facilité, entre guillemets, cette entreprise à l'échelle de la planète d'éradication par la vaccination, c'était l'absence de forme infraclinique de la maladie. C'est-à-dire que chaque patient infecté par le virus de la variole déclenchait une variole, alors avec une sévérité qui pouvait varier, mais il n'y avait pas de portage asymptomatique de gens qui circulaient et pouvaient héberger et distribuer le virus sans qu'on sache et qu'on puisse éventuellement très très rapidement les isoler. On avait là aussi, du fait du virus de la vaccine utilisée comme vaccin, donc la découverte de Jenner et son extension, la capacité d'avoir un virus, ou en tout cas un vaccin vivant, atténué de par sa nature hétérospécifique, et qui, malgré tout, entraînait une mémoire immunologique très longue et très efficace, ce qui évitait d'avoir à procéder à des revaccinations régulières. Et puis pas de variant sérotypique, donc a priori, même sous pression vaccinale, et ça s'est confirmé au fur et à mesure que les campagnes de vaccination se développaient dans toutes les régions d'une planète, pas d'échappement, pas un nouveau vaccin, un nouveau virus, un nouveau sérotype qui remettrait en circuit la maladie avec un effet d'échappement au vaccin, et on verra que c'est pour un certain nombre d'infections un problème qui est non négligeable. Alors, on parlait d'éradication, on parlait d'élimination. En fait, la question qui va se poser, qui se pose d'ores et déjà, bien entendu, pour certaines maladies depuis plusieurs années, c'est peut-on renouveler cet exploit avec d'autres maladies comme la poliomyélite, par exemple, et la rougeole, et peut-on véritablement éliminer, voire éradiquer ces maladies dans finalement une approche similaire à l'approche qui a été utilisée par la variole. Alors, ça met tout de suite en scène cette deuxième maladie qui est la poliomyélite, qui bien entendu a été très rapidement par la suite prise comme la maladie qui allait être éradiquée par la vaccination. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis pour cela un petit peu les mêmes outils, même si les partenaires dans cette opération vaccinale étaient pour certains différents. Le Rotary International, l'UNICEF, très rapidement la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres se sont en fait, on dit, coalisés maintenant pour mettre en place les moyens d'une éradication de la poliomyélite. Et cette éradication,
qui pourrait être discuté. On pourrait se dire que c'est plus une élimination car le virus circule encore, ou certains des 3 variants du virus circulent encore. Mais au moins l'élimination est efficace, puisque dans des pays qui étaient soumis à la poliomyélite de façon absolument dramatique, comme l'Inde, cette photo est assez émouvante, puisque cet enfant, dont vous voyez les membres déformés par les conséquences de la maladie, est en fait historiquement le dernier patient victime d'une poliomyélite dans sa forme paralysante en Inde. Donc vous voyez à l'échelle du milliard d'habitants en Inde. Et ça remonte maintenant à 2011, donc on peut considérer en gros, comme pour la variole en 1978, que depuis 2011 en Inde, la poliomyélite a disparu. Malheureusement, dans un certain nombre de pays, la maladie continue à bas bruit, les formes paralytiques. C'est le cas en particulier de l'Afghanistan, du Pakistan, du Nigeria, et je ne vous fais pas de considérations géostratégiques sur un certain nombre des raisons qui font que cette campagne de vaccination n'arrive pas justement à cet objectif d'exhaustivité du fait de l'instabilité géostratégique. Je crois que c'est en 2014 ou en 2013, il y a eu plus de médecins, d'infirmières et de personnel de santé tués à l'occasion des campagnes de vaccination contre la poliomyélite que de personnes décédées de poliomyélite à la suite de l'acquisition du virus. On rentre là dans des choses qui sont finalement un petit peu en dehors de nos compétences et de nos capacités à nous, les personnels, je dirais, de santé. Néanmoins, l'élimination est en vue. L'Europe, les Amériques et l'Asie du Sud-Est sont en gros déclarés, ont été déclarés libres de poliomyélite. Et peut-être même, moi j'y avais jamais personnellement beaucoup cru, mais il semblerait que les choses se mettent en place dans cette direction, et c'est tant mieux. On pourrait, on espère, aboutir à une véritable éradication, puisque les sérotypes 1 et 2 ont disparu et le sérotype 3 persiste, mais commence à régresser assez rapidement. Donc il n'est pas impossible que ce virus, qui véritablement était extrêmement prévalent chez les personnes, avec beaucoup de portages asymptomatiques, là, ce qui posait problème par rapport à la variole, soit peu à peu, par la vaccination de masse, au fond, éradiqué du réservoir intestinal et donc ne pollue plus l'environnement hydrique et que la chaîne va véritablement, possiblement, être cassée et le virus ou les virus disparaître. Donc, les chiffres en eux-mêmes parlent. Il y avait en 1988 350 000 cas annuels de polio paralytique. On est en 2015 à moins de 3 000 et même si ça devient un petit peu asymptotique, avec les efforts qui sont faits à l'heure actuelle, encore une fois en dépit de certains accros dans certaines régions, on pense que les choses pourraient véritablement aboutir à quelque chose qui aurait été probablement plus long, plus cher, plus difficile que la variole, mais éradiquer la poliomyélite, ça a quand même, je dirais, de la gueule pour, encore une fois, de temps en temps, être un tout petit peu vulgaire. Alors par contre, il y a des échecs, ou en tout cas des échecs partiels de cette vaccination de masse. C'est par exemple la tuberculose et le BCG. Vous savez que le BCG a été aussi, en tout cas dans de nombreux pays, mis à la liste des vaccinations obligatoires. C'était le cas en France jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et même si probablement, je pense qu'on est un petit peu injuste avec le BCG. Je pense que le BCG, enfin je pense, je ne suis pas le seul à le penser, a quand même joué un rôle majeur dans l'élimination ou la prévention d'un certain nombre de complications non pulmonaires de la tuberculose, qui était absolument dramatique, comme les méningites tuberculeuses, comme les infections ostéo-articulaires, le mal de Potte et toutes ces maladies dont finalement vous n'entendez quasiment plus parler parce qu'elles ont disparu, certes grâce à l'hygiène, mais probablement aussi grâce à la vaccination systématique par le BCG. Néanmoins, ce dont souffre le BCG, c'est de résultats très irréguliers
en fonction des pays, en fonction des zones sur la planète, en termes de protection contre la forme pulmonaire de la maladie, qui est au fond une forme difficile dans la mesure où il y a un portage très prolongé, il y a éventuellement une élimination du bacille par des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, donc des difficultés d'isolement ou de mise en place de thérapeutiques. J'avais parlé beaucoup de ça il y a 3 ans quand j'avais fait le cours sur pauvreté et maladies infectieuses. Donc les méta-analyses montrent, je vous passe les détails, qui est la protection apportée par le BCG en matière de tuberculose pulmonaire. Ce sont des chiffres qui sont surtout produits chez l'adulte parce que les données statistiques sur la tuberculose de l'enfant ne sont pas toujours très fiables, varient entre 0 et 80%. Donc voilà, vous avez le choix de certaines régions où c'est très efficace et de régions comme l'Inde, par exemple, où il a été démontré assez clairement, ou dans certains pays africains, que la protection était quasiment au niveau 0. Donc le BCG, contrairement aux espoirs, au fond, vus à l'échelle de la planète, n'a pas réussi, malgré une vaccination de masse, à éliminer la tuberculose pulmonaire. Et on voit aujourd'hui des taux d'incidence qui sont relativement élevés, malheureusement, bien souvent, comme d'habitude, dans les pays les plus défavorisés. Vous voyez des taux d'incidence dans certains pays africains, l'Afrique du Sud, par exemple, des taux absolument effrayants, la tuberculose ayant été boostée, entre guillemets, par la grande pandémie de sida qui diminue les défenses immunitaires et qui facilite, bien entendu, la prolifération du micro-organisme chez les personnes infectées. Donc on est dans une situation qui est à analyser, parce qu'on voudrait bien entendu avoir un bon vaccin qui protège contre la tuberculose pulmonaire, avec un certain nombre d'études vraiment très intéressantes, et en particulier une étude qui a été publiée il y a 4 ou 5 ans sur finalement l'hétérogénéité de la réponse au vaccin BCG, qui est donc un vaccin vivant atténué, c'est une forme repiquée de Mycobacterium bovis. Donc une différence au fond de profil de réponse immunitaire des enfants, disons, du Nord, représentés par les enfants vaccinés par le BCG au Royaume-Uni, et des enfants du Sud, représentés par des enfants de la même tranche d'âge vaccinés par le BCG au Malawi. Et très clairement, les travaux de ces groupes, et en particulier du professeur Dockrell, là, qui sont mentionnés dans les références bibliographiques, ont montré que quand on considère les médianes de réponse dans des tests en fait in vitro qui permettent de profiler la réponse immunitaire, les enfants dans le Royaume-Uni recevant le BCG avaient une réponse immunitaire qui était plutôt de ce qu'on appelle du type TH1, c'est-à-dire une réponse cellulaire extrêmement puissante, avec en particulier une production importante d'interféron gamma. Donc on les vaccinait, et puis à T0, et dans les semaines qui suivaient, on prélevait du sang, on préparait ce qu'on appelle les PBMC, c'est-à-dire les lymphocytes, on les activait avec des antigènes du BCG, et on regardait la production de ces différents médiateurs de l'immunité. Donc un profil plutôt de type TH1, donc un profil favorable, puisque le profil TH1 est le profil, entre guillemets, idéal de la réponse protectrice contre un microbe intracellulaire, et c'est bien sûr le cas de Mycobacterium tuberculosis. Inversement, les enfants du Malawi, dans les mêmes situations, avaient une réponse qui était plutôt une réponse de type inflammatoire, avec des expressions de cytokines pro-inflammatoires, en particulier l'IL-17, l'IL-1-alpha, et puis surtout une réponse de type TH2 qui est plutôt associée à des réponses de type anticorps, avec beaucoup d'IL-4, beaucoup d'IL-5, d'IL-9, d'IL-13, qui n'est pas véritablement ce qu'on peut considérer comme le plus adapté pour lutter et éradiquer un micro-organisme intracellulaire, puisque les anticorps, pour simplifier, ne marchent pas très bien à l'intérieur des cellules, sauf exception. Donc on est là dans une situation où tout doucement émerge une compréhension peut-être. Alors pourquoi est-ce que l'environnement du Nord n'est pas le même que l'environnement du Sud par rapport à ce type de réponse immunitaire? On a beaucoup parlé d'infections par des mycobactéries non tuberculoses qui seraient plus prévalentes dans l'environnement, dans les régions les plus défavorisées, mais il n'y a pas véritablement de raison très claire. Inversement, les données sont là et on peut commencer à rationaliser
la mauvaise efficacité protectrice du BCG dans certaines régions. La question, bien sûr, à $1 million, c'est est-ce que ces données vont permettre d'améliorer le BCG ou d'améliorer par de nouveaux vaccins antituberculeux la protection, et il y a énormément de candidats vaccinaux qui sont en études cliniques à l'heure actuelle, mais je pense qu'il est assez honnête de dire qu'aucun pour l'instant n'a véritablement fait la preuve de son efficacité indiscutable, n'est d'ailleurs pas allé bien loin dans des essais cliniques très larges, mais ça je pense que Marie-Paule Kenny vous en dira quelques mots. Alors, on a parlé de la vaccination de masse, on a parlé de son efficacité dans un certain nombre de maladies, on va y revenir rapidement. Ce sur quoi je voudrais insister rapidement à l'occasion de deux maladies, ce sont en fond les effets du relâchement de la couverture vaccinale, qui est au fond un des défauts de la cuirasse de cette vaccination de masse. C'est-à-dire que si on diminue, si on lève le pied, si je puis dire, on voit réapparaître des infections par ces micro-organismes qui, encore une fois, continuent à circuler en dépit éventuellement de l'élimination de la maladie elle-même. Il y a plusieurs exemples. Il y en a un qui est historique, qui est celui de l'Angleterre et du Pays de Galles dans les années 1970. Ce qui s'est passé en Angleterre et au Pays de Galles, comme dans beaucoup de pays, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, c'est que dans les années 50-60, on a commencé à mettre en place les vaccinations classiques, en particulier diphtérie, tétanos, coqueluche. Donc là, on parle de la coqueluche. Et on a vu effectivement très rapidement la courbe d'incidence de la coqueluche diminuer de façon satisfaisante, bien entendu. C'était ce que l'on recherchait en termes de politique de santé publique, et la coqueluche devenant une maladie vraiment quasiment par moment dans certaines régions du passé. Malheureusement, dans les années 1970, à la suite d'une campagne antivaccinale très virulente, et je vais en redire un mot parce qu'il faut aussi tenir compte de ces éléments-là, la vaccination contre la coqueluche a été interrompue, et dans les mois, années éventuellement, mais dans les mois qui ont suivi, on a vu l'incidence de la coqueluche remonter brutalement chez l'enfant et chez les jeunes adultes, contrôlée bien entendu ultérieurement par la reprise d'une couverture vaccinale correcte. Donc l'effet brutal et impitoyable, je dirais, de l'arrêt d'une vaccination essentielle payé par la survenue de nombreux cas. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut le prendre effectivement comme un argument massu pour dire aux gens qui sont opposés à la vaccination, regardez, l'absurdité d'arrêter un vaccin. Il faut dire néanmoins que ce vaccin avait très mauvaise presse dans la population, en particulier, comme d'habitude, bien entendu, chez les mamans qui n'ont pas envie que leurs enfants soient soumis à un vaccin qui risque d'avoir de problèmes de tolérance. Ce vaccin était relativement mal toléré, probablement par un défaut d'atténuation suffisant de la toxine pertussis, qui est un des éléments importants de ce vaccin. Et au fond, très vite, malgré l'absence à l'époque d'Internet et de tous les médias sociaux, la notion de mauvaise tolérance et de risque de ce vaccin s'est propagée et a mené à ces campagnes très très virulentes pour l'arrêt de cette vaccination. Donc je pense qu'on est toujours dans cette notion de vaccinologie sur un terrain extrêmement sensible, où il faut bien sûr réfléchir aux principes de base et ne pas les oublier, parce qu'on voit à quel prix on les paye, mais aussi réfléchir à ce que peuvent être les améliorations apportées au vaccin, de façon à ce que leur acceptabilité par la population, en particulier par les personnes qui sont directement concernées à un moment donné par la vaccination, en particulier encore une fois les mamans, les pédiatres, que tout ça soit amélioré par des vaccinations mieux tolérées, et on reviendra là-dessus. Alors le deuxième exemple que je voulais prendre, qui est un exemple qui me fait à titre personnel extrêmement mal au cœur et parfois même un peu furieux, c'est l'exemple de la rougeole en France. On a eu, à partir de 2008 en France, alors que les chiffres de base étaient quasiment dans les débuts des années 2000, ce qu'on pourrait appeler une élimination de la maladie, on a eu brutalement, à partir de 2008, un pic très très important de rougeole qui est réapparu en France
dans sa forme classique, c'est-à-dire une maladie bien entendu handicapante, mais aussi extrêmement grave, puisqu'on a vu, et c'est le bilan actuel tel qu'il a été fait par l'Institut de veille sanitaire mis à jour à l'été 2015, on a eu en tout depuis 2008, donc jusqu'à juillet 2015, 24 000 cas de rougeole, c'est quand même bizarre, dont 1500 pneumopathies graves, ce sont des bronchoalvéolites graves qui ont nécessité des hospitalisations de ces jeunes enfants en unité de soins intensifs, des complications neurologiques telles qu'elles sont décrites, c'est-à-dire des encéphalites aiguës, et puis peut-être sur le plus long terme verra-t-on apparaître ce qu'on appelle les encéphalites subaiguës sclérosantes, qui sont les formes tardives de complications par la replication à bas bruit du virus de la rougeole dans le système nerveux central, et une dizaine de décès, ce qui quand même en France, dans les années 2000, fait un petit peu désordre, si je puis me permettre, et semble quand même tout à fait inacceptable. Alors, grâce à rattrapage vaccinal, on a vu récemment, sur ces dernières années, à partir de 2011 en particulier, l'incidence de la rougeole redescendre, mais les catastrophes ne sont jamais impossibles. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est, au fond, les leçons qu'on a apprises à partir de cette épidémie. En gros, c'est un petit peu la redécouverte d'un certain nombre d'évidences. Tout d'abord que la rougeole, le virus de la rougeole continue à circuler, le myxovirus continue à circuler, au fond, c'est très intéressant parce que en 2005, il y a eu un papier publié, je connais très très bien d'ailleurs, c'est un épidémiologiste hollandais qui a un esprit très original et qui fait de la modélisation, ça a été un des premiers à faire de la modélisation mathématique de l'efficacité des vaccins. Il s'appelle Wallinga. Il a publié un modèle c'était dans PLOS Pathogen, je crois, qui montrait qu'au fond, la réapparition de la rougeole dans une population vaccinée répondait à deux situations qui se recouvraient. La première, c'est une diminution du taux global de couverture, et la deuxième, c'est l'existence de poches, parfois limitées en nombre d'individus, mais de poches de non-vaccination totale. Et la combinaison de ces deux éléments fait qu'à un moment, on passe sous le seuil de protection à l'échelle de la population générale. On passe donc au-dessus, inversement, du seuil épidémique et la maladie apparaît. Alors, c'est ça aussi la notion de vaccination de base. Vous avez parlé dans des leçons antérieures de ce qu'on appelle le taux de reproduction. Le taux de reproduction, c'est un individu est infecté par un virus, par exemple le virus de la grippe. Combien d'individus sains, naïfs, va-t-il ou va-t-elle infecter? Et à partir de ce taux de reproduction qui dépend de beaucoup de paramètres qui sont à la fois des paramètres de l'environnement, de l'hôte, des paramètres de microbe lui-même et de la physiopathologie de la maladie, on va pouvoir identifier un taux de reproduction. Et ce taux de reproduction, par exemple, pour la grippe, il est de l'ordre de 2 ou 2,5. On pourrait imaginer plus, 2 ou 2,5. Le taux de reproduction de la rougeole, c'est 20. C'est-à-dire qu'un enfant infecté par la rougeole va réussir à infecter et à faire avoir la maladie à 20 autres personnes. Et dans les équations de modélisation, en particulier de Wallinga, il y a une façon très simple, alors ça vaut ce que valent toutes les équations et toutes les modélisations, mais quand même, qui est de calcul du taux de couverture nécessaire pour avoir une élimination de la circulation du virus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cas d'index. Et cette équation, elle est très simple, c'est 1 moins 1 sur R0, c'est-à-dire 1 moins 1 sur le taux de reproduction. Vous faites la rougeole, vous faites 1 moins 1 sur 20, faites le calcul aussi bien que moi, il faut 95% de couverture vaccinale de la population pour réussir à éliminer, éradiquer, on verra plus tard, la rougeole. Donc vous voyez que c'est quand même un paradigme exigeant. Quand on parle de vaccination de masse, ça veut dire que pour la rougeole, il faut vacciner au moins 95% de la population. Donc, l'objectif de cette vaccination, il est à la fois, bien entendu, la protection directe des sujets vaccinés, mais il est aussi, et c'est ça qui est très important et qu'on oublie souvent, de protéger contre la contamination des sujets vulnérables ou des sujets non vaccinés, je dirais pour de bonnes raisons. La vaccination, on la commence à 1 an, ça veut dire que la population des nourrissons de moins de 1 an n'est pas vaccinée, donc il faut lui assurer un bouclier
qui permettent qu'ils ne soient pas en contact avec le virus. C'est le cas de la même façon pour les femmes enceintes, c'est le cas pour les personnes immunodéprimées. Et d'ailleurs, dans l'épidémie de 2008, 2011 qu'on a eu en France, sur les 10 décès que je vous ai mentionnés, 7 étaient des personnes immunodéprimées pour une raison ou pour une autre, en particulier thérapeutique. Donc, la nécessité de mettre en place une immunité de groupe et d'essayer, dans la mesure du possible, par cette couverture vaccinale, de bloquer en fait la chaîne de transmission, la chaîne de circulation du virus. Et donc, grâce à ce rattrapage de la couverture vaccinale, on a réussi à contrôler cette épidémie, mais on n'est pas exempt de rechute. Il y a en ce moment, depuis, je crois que c'est début de l'année 2015, là, ça, pareil, au moins des mesures ont été prises, mais il y a une épidémie en Alsace qui correspond à plusieurs centaines de cas et encore une fois, pas mal d'hospitalisations. Donc on a un problème rougeole qu'il faut absolument prendre en considération et qui, pour moi, est un des exemples de la nécessité de maintenir la pression et de maintenir cette vaccination, disons, globale, de masse, telle qu'on peut la caractériser. Et vraiment, les observations des cas recensés là, pendant cette épidémie ont fait apparaître ou réapparaître, parce qu'on le savait déjà, des points importants, comme les taux d'incidence les plus élevés ont été observés chez les jeunes enfants, donc faisons tout pour éviter ce genre de situation catastrophique. Pour l'essentiel, les personnes qui ont été malades étaient des personnes non vaccinées. 80% n'étaient pas vaccinés, 14% n'avaient pas reçu les 2 doses qui sont nécessaires, puisqu'on fait une dose à 1 an, et éventuellement on la renouvelle, pas éventuellement, et on la renouvelle 1 an plus tard. Et c'est finalement très peu d'individus qui avaient l'air d'être vaccinés correctement, qui ont malgré tout fait la maladie. Donc un impact vaccinal qui, je pense, est absolument indiscutable. Et en fond, ce taux de 95%, on le prend comme cible, en tout cas pour la première vaccination. Si on veut véritablement éliminer la maladie, il faut maintenir une situation de 95% de couverture à la première vaccination, à la primo-vaccination, et éventuellement un peu moins, 80% pour la deuxième. Mais ça représente tout de même une connaissance, une compréhension de ces situations de santé publique extrêmement sensibles qu'il va falloir s'incruster un petit peu plus précisément dans la tête, en particulier pour, au fond, les nouvelles générations qui savent plus ce que c'est que les maladies infectieuses. Et je pense qu'une grosse partie du problème, il est là, c'est ce manque de perception de ce qu'étaient les maladies infectieuses quand elles étaient notre pain quotidien. Alors, rapidement, pour simplifier un petit peu le paysage, mais j'ai besoin de vous dire ça pour avancer un petit peu à la fin sur la problématique des nouveaux vaccins et de ce qu'on peut en attendre. Donc, cette politique vaccinale, elle a vécu jusqu'à présent sur un grand principe pasteurien, je dirais, enfin, les pastorogénériens, parce que les deux, Pasteur et Jenner, ont considérablement contribué à ce concept, qui est celui de fabrication de vaccins. On isole le micro-organisme, on l'atténue, on l'inactive, et on l'administre, et voilà, et tout va bien, et on fait disparaître la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite. Donc, on peut utiliser soit des agents infectieux inactivés, chimiquement ou physiquement, c'est le polio inactivé, le vaccin SALT, c'est le vaccin antigrippal, c'est le vaccin antirabique, c'est les vaccins anticolériques, anticoquelucheux, ou des micro-organismes vivants atténués, on en utilise encore, bien entendu, et pas des moindres. C'est le cas du vaccin polio Sabin, par exemple, qui est le vaccin qui est utilisé pour l'éradication mondiale de la poliomyélite. Le nouveau vaccin contre les rotavirus, qui a fait considérablement diminuer la mortalité par déshydratation aiguë des enfants, en particulier dans les pays en voie de développement. Le vaccin grippe nasale, qui est un petit peu branlant, je dirais, à l'heure actuelle. Et puis, bien entendu, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, qui est le vaccin, je dirais, presque charismatique parmi les vaccins de virulence atténuée. Et puis le BCG, on va arrêter de dire du mal du BCG, parce qu'on va finir par croire que j'ai un problème personnel avec, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, à partir de cette espèce de plateforme, on a vu ces 15-20 dernières années se développer des vaccins de deuxième génération, en particulier ce qu'on a appelé les vaccins sous-unités,
Ces vaccins sous unité, certains avaient été génialement inventés dans les années 30. C'est les toxoïdes, c'est-à-dire les toxines atténuées du tétanos ou de la diphtérie, qui ont fait probablement jusqu'à présent les meilleurs vaccins. Taux de protection 100%, tolérance parfaite, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc c'est presque le modèle, si vous voulez, de ces vaccins sous unité, réévalué à l'occasion de la biologie moléculaire et au fond de la production par recombinaison génétique d'un certain nombre d'antigènes, ce qui est par exemple le cas de l'hépatite B, ce qui est le cas des systèmes comme les virus-like particles qui forment le vaccin contre le HPV, et puis maintenant le vaccin contre la coqueluche qui, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure de certaines réactogénicités, est maintenant fait à partir de sous-unités, en particulier de l'hémagglutinine fibrillaire, qui est l'élément essentiel d'adhésion du microbe à la muqueuse respiratoire, et de la toxine pertussis atténuée, voire génétiquement atténuée. C'est-à-dire qu'on peut se permettre maintenant d'inhiber une toxine en inhibant par mutation son site actif, tout en gardant, bien entendu, en préservant sa fonction immunogène, sans avoir à la traiter avec des produits chimiques dont la maîtrise parfois n'est pas tout à fait idéale, d'où parfois un certain degré de réactogénicité, ou inversement, un excès d'atténuation qui amène en fait l'altération des épitopes protecteurs et un vaccin qui ne va pas être suffisant. Donc des dépendances des lots qui étaient un petit peu préoccupantes. Et puis, une des grandes découvertes, et j'aime à la souligner parce qu'elle vient vraiment de la science, comme d'autres, mais d'une réflexion scientifique et en particulier immunologique approfondie, qui est ce qu'on appelle les polyosides conjugués, qui ont donné naissance à toute une série de vaccins, comme le vaccin contre l'infection par Haemophilus influenzae B, comme le vaccin contre le pneumocoque, comme le vaccin contre le méningocoque, en tout cas dans la version revue qui n'est plus simplement des sucres de capsules, mais véritablement une conjugaison de ces sucres de capsules à ce qu'on appelle une protéine porteuse ou un carrier qui permet d'augmenter l'immunogénicité de ces vaccins. Alors c'est une façon de rendre hommage à un de mes amis pour qui j'ai énormément de respect, qui s'appelle John Robbins au NIH, qui a vraiment été avec sa collaboratrice de très très longue date, Rachel Schneerson, l'inventeur, le concepteur des vaccins conjugués, c'est-à-dire la personne qui a dit ces vaccins qui sont simplement constitués de polysaccharides, de sucres complexes qui correspondent généralement aux capsules de ces micro-organismes dont j'ai parlé, sont insuffisamment immunogènes, en particulier chez les jeunes enfants. Donc il va falloir les associer, les conjuguer à une protéine qui va permettre de les stabiliser et d'augmenter l'immunogénicité, en particulier le taux de production des anticorps et l'activation des cellules T qui est extrêmement insuffisante. Donc ça a été vraiment un saut extraordinaire avec justement cette génération de vaccins fondés sur ces antigènes capsulaires qui a permis le contrôle, en tout cas, de l'infection Haemophilus influenzae, de certaines infections, certains sérotypes de méningocoques et bien entendu à partir de 2001 l'apparition du vaccin contre le pneumocoque. Juste un exemple, c'est le sérotype prévalent de méningocoque, par exemple de Neisseria meningitidis au Royaume-Uni, était le méningo C. En France, pas de chance, c'est le méningo B pour lequel il commençait à y avoir éventuellement un vaccin, mais on n'a pas véritablement de bons vaccins parce que malheureusement, le polysaccharide capsulaire du méningo B a des antigènes qui croisent avec des antigènes des neurones du système nerveux et donc donnerait des risques, bien entendu, d'auto-immunité contre le système nerveux. Donc pour l'instant, le méningo B a quelques difficultés, mais il y a un vaccin en particulier qui a été mis au point par le groupe de Rino Rappuoli à Sienne qui semble assez prometteur. Mais pour le méningo C, qui n'a pas ces difficultés et qui était vraiment prévalent au Royaume-Uni, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Anglais sont, je crois que je l'ai mentionné dans des leçons précédentes, sont d'excellents modélisateurs et de par les écoles de mathématiques d'Oxford et de Londres ont très tôt commencé à mettre en place des groupes de modélisation à la fois
suivi et d'anticipation du développement d'épidémies, mais aussi de suivi ou d'anticipation de l'efficacité d'un vaccin introduit. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est que les courbes prédictives de protection, elles étaient comme ça, c'est-à-dire mises en place, vous voyez, autour des années 90, et que la réalité de la protection, elle est comme ça. Et donc, cette divine surprise, je dirais que ces vaccins conjugués non seulement protègent individuellement, mais entraînent aussi un effet de protection collective qui est lié essentiellement au fait que le vaccin non seulement élimine la maladie dans sa pathogénicité, mais élimine aussi la colonisation et le portage par les voies aériennes supérieures, puisque en fait, le méningocoque est en général porté de façon asymptomatique, même en période épidémique, c'est juste un faible pourcentage d'enfants qui font la maladie. Donc une réponse beaucoup plus efficace, je dirais, en termes de contrôle que ce qui était prédit par les analyses et les modélisations, et donc la preuve du concept de l'efficacité de ces vaccins qui sont extrêmement bien tolérés. Donc, depuis finalement les années 80, on a vu arriver progressivement sur le marché et s'enrichir considérablement la panoplie des vaccins disponibles, et peu à peu tomber un certain nombre de maladies qu'on a la possibilité de contrôler, pour rester sur un terme un petit peu soft, voire éventuellement, si les paramètres s'y prêtent, d'éliminer, voire d'éradiquer. Et vous reconnaissez là un certain nombre de vaccins. D'où parfois un certain vertige, un certain tournis, cette gamme extrêmement riche de vaccins. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va tous les utiliser? Dans quelles indications? Est-ce qu'on peut se permettre de faire avec tout ça une vaccination de masse qui paraît un petit peu irrationnelle? Donc tout doucement, on commence à réfléchir effectivement à cette notion de personnalisation, pas nécessairement à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de certains groupes de population, d'individus qui vont justifier une protection. Un exemple, c'est bien entendu la vaccination anti-HPV, puisque le HPV est la première cause de cancer du côlon de cancer du col de l'utérus, excusez-moi, chez la femme, et donc va être réservé, je dirais, à une certaine catégorie de population, même si pour l'instant on commence à réfléchir à son extension aux hommes, puisque l'idée ce serait de casser complètement la chaîne de circulation de ce type de virus. Donc, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus parce que beaucoup de choses ont été dites déjà, simplement pour dire que le domaine du vaccin est un domaine extrêmement riche, c'est un domaine en pleine ascension, en pleine progression. Il y a d'ailleurs, au-delà de la conception et du développement de vaccins, toute une science qui se développe, qu'on appelle la vaccinologie, qui est à la fois une interface entre la conception et le développement de vaccins eux-mêmes, mais tout ce qui concerne le suivi des essais vaccinaux, ce qu'on appelle l'immunomonitoring, c'est-à-dire les paramètres de la réponse immunitaire au vaccin, ce qu'on appelle les corrélats de protection, c'est-à-dire peut-on définir des paramètres immunologiques simples qui permettent de dire cet individu ayant tel type d'anticorps ou telle réponse cellulaire est protégé et tel autre individu n'est pas protégé, ce qui simplifierait considérablement les essais cliniques en réduisant la durée et éventuellement le nombre de patients, parce que les essais cliniques vaccinaux, comme tous les essais cliniques en général, sont extrêmement onéreux. Pour prendre juste un chiffre et vous donner un ordre de grandeur, l'essai clinique du vaccin rotavirus GSK a coûté tout compris 175 millions de dollars. Donc vous voyez qu'on parle souvent, l'industrie, ce sont des investissements qui sont extrêmement lourds et qui ne peuvent pas se prendre comme ça sans avoir eu vraiment une analyse de la situation de santé publique. Alors, les forces de la vaccination de masse, ça correspond aussi à un certain nombre d'exigences et donc la nécessité, comme on l'a dit, d'obtenir une couverture exhaustive de la population. On a vu l'exemple qui est presque un petit peu maximal de la rougeole, mais c'est aussi une situation où il faut minimiser au maximum les effets éventuellement secondaires des vaccins. L'immense majorité des vaccins sont extrêmement bien tolérés, mais vous savez bien qu'un petit dérapage va être très rapidement pris en considération, ce qui se comprend au fond psychologiquement, dans la mesure où on pourrait imaginer de ne pas vacciner. Effectivement, il n'y aura pas d'effet secondaire du vaccin.
mais il faut bien s'attendre ensuite à en payer le prix. Donc il y a une espèce d'équilibre, de balance dans la perception de la vaccination qui nécessite à la fois, je pense, et on en reparlera très très rapidement, une meilleure connaissance par la population en général des problèmes et disons des sujets de santé publique, et puis en même temps un effort maximum de l'académie enfin de la recherche académique et des industriels pour faire et mettre sur le marché des vaccins qui sont au fond parfaitement tolérés. Ça, ce serait l'objectif ultime. C'est ce qu'on appelle le vaccin zéro risque. Alors, il y a aussi des faiblesses de ce paradigme de vaccination de masse. Et au fond, ce sera disons, la dernière partie de ma présentation, un certain nombre de réalités associées à cette vaccination de masse qu'il ne faut pas négliger. La première, c'est une réalité individuelle. C'est le fait que tout le monde ne répond pas exactement au même niveau à un agent infectieux, donc tout le monde n'aurait pas nécessairement le même besoin de niveau de protection, si je puis dire. Et bien entendu, il y a, c'est connu, des variations dans la réponse individuelle au vaccin. Certains individus répondent mieux que d'autres et sont mieux protégés, éventuellement avec moins de doses que d'autres. Et inversement, il y a aussi une susceptibilité individuelle éventuelle aux effets secondaires de ces vaccins, qui est d'ailleurs encore très très mal connue et dont la nature génétique est probablement évidente, mais il y a sûrement d'autres facteurs. Il y a une réalité sociétale. C'est d'abord une réalité médicale, à savoir que nos populations sont de plus en plus regardées non pas à l'échelle globale, mais à l'échelle de sous-unités, de groupes, et de plus en plus on regarde le vaccin pour des raisons qui sont à la fois aussi scientifiques et médicales. Sous l'angle du nourrisson, c'est difficile par exemple de vacciner un nourrisson, beaucoup plus difficile, y compris avec des vaccins polysaccharidiques conjugués par exemple, que d'immuniser des plus grands ou des adultes. Il y a toute la problématique, bien entendu, de la vaccination de la femme enceinte, qui va nécessiter éventuellement, pour certaines maladies, comme l'infection par le streptocoque B, une vaccination particulière et dédiée. Et puis, il y a la vaccination des immunodéprimés, il y a la vaccination, bien entendu, des personnes âgées. Et puis, il y a aussi ce que j'ai appelé une réalité socio-anthropologique, c'est-à-dire que notre société évolue avec une tendance, heureusement non généralisée, à la primauté de l'individu sur le collectif. Et donc, cette notion de « je me vaccine pour aussi protéger mon voisin » est peut-être plus difficile maintenant à faire passer. Il y a aussi toute cette... ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte de la mémoire générationnelle. Ceux comme moi en particulier, qui ont connu encore la période de ce qu'étaient les maladies infectieuses, y compris la rougeole, la coqueluche, chez les jeunes enfants, savent ce que c'était et savent de quoi ils parlent quand ils voient les résultats effectivement de la vaccination. Il y a la notion de la perception de gravité donc de ces maladies, c'est un peu atténué et à diffuser avec le temps, et je pense qu'il est indispensable de remettre un petit peu ces connaissances à jour. Il y a la remise en cause de l'obligation vaccinale. De plus en plus, l'obligation, le terme d'obligation est mal vu dans la société, comme ça. Et la notion d'obligation du DT-coque polio, par exemple, est de plus en plus mal perçue, avec peut-être effectivement, à juste titre, l'impression qu'elle donne qu'il y a des vaccins nobles qu'il faut absolument faire, et puis il y a des vaccins un petit peu secondaires moins importants, et malheureusement, dans la vaccination conseillée, c'est-à-dire non obligatoire, il y a l'aurore, il y a la vaccination contre la rougeole, et peut-être il y a là quelque chose à réfléchir. Alors faut-il rendre toutes les vaccinations obligatoires? À vouloir trop bien faire, on fait des bêtises. Faut-il les rendre simplement dans le chapitre conseillé, mais en sachant qu'il y a des instances, les crèches, les écoles qui vont de toute façon les exiger? Il y a un gros débat qui est en train de s'installer dans la société. Hier, d'ailleurs, dans la presse, la ministre de la Santé a annoncé officiellement le début d'une campagne de réflexion sur la vaccination en France. J'espère à titre personnel que ça va bien s'engager et que ça ne va pas déraper rapidement. Malheureusement, dans ce pays, de temps en temps, il se passe des choses bizarres. Et je suis à la fois heureux qu'on mette la vaccination au premier plan de nos préoccupations dans notre réflexion sur notre santé,
et un peu inquiet aussi de l'usage qui va être fait de cette réflexion et des conséquences qu'elle va avoir. D'autant plus, comme vous le savez, je disais tout à l'heure rapidement que la primauté du principe de précaution est devenue une espèce de dogme qui est en fait bien souvent malheureusement un cache-misère. Les réseaux sociaux qui échangent très très rapidement et qui mettent au même niveau des mensonges, des choses positives, des choses négatives, tout ça rend le travail du citoyen dans sa réflexion sur sa santé et celle de ses congénères, je dirais, assez compliqué, avec des paramètres qui, au fond, ne facilitent pas les choses, comme le paramètre croissant de la pauvreté, de l'échappement au système de santé d'un certain nombre de populations dans nos pays, et sans parler de ce que vous mentionnera bien entendu Marie-Paul pour ce qui concerne les pays en voie de développement. Donc ça, c'est une deuxième réalité. La troisième réalité, c'est la réalité microbiologique, et c'est en particulier ce que je mentionnais initialement, l'émergence possible de variants, et en particulier de variants sérotypiques. Alors très rapidement, mais plus pour le mettre dans le domaine de la réflexion, quand on parle de personnalisation du vaccin, il y a sûrement, je pense que le terme est mauvais, d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû l'utiliser, on pense immédiatement à faut-il que chaque individu, de par sa nature et de son patrimoine génétique en particulier, bénéficie d'un vaccin particulier ou d'une administration particulière ou d'un nombre de doses particulières. Ça paraît effectivement tout à fait irréaliste, même si on sait qu'il existe des différences, en particulier génétiques, dans la sensibilité et l'efficacité vaccinale. Il y a un certain nombre de gènes HLA qui sont particulièrement enrichis chez des individus qui sont, par exemple, non pas résistants, mais en tout cas ont de mauvaises réponses ou des réponses médiocres aux vaccins contre la rougeole ou aux vaccins ROR en général. Et ces haplotypes HLA ont été validés et confirmés par un certain nombre d'études. Donc il y a effectivement une susceptibilité individuelle par rapport au vaccin en termes de son efficacité, mais doit-elle pour autant infléchir cette politique de vaccination de masse et qu'est-ce que ça représente au fond sur l'ensemble de cette collectivité? On a les outils, bien entendu, probablement à la fois génétiques et immunologiques et fondamentaux en termes de biologie moléculaire pour essayer d'adresser ces questions, mais à l'échelle individuelle, ça paraît tout à fait aberrant. Par contre, ce qu'on peut imaginer, et c'est en train de se faire pour un certain nombre de vaccins, en particulier le vaccin contre l'hépatite, c'est d'identifier des épitopes qui sont efficaces chez les individus qui présentent ces haplotypes de mauvaise réponse au vaccin et d'enrichir en fait le vaccin global avec des épitopes qui vont permettre de mettre à peu près tout le monde au même niveau. Alors après, c'est un problème de coût-bénéfice, une fois de plus, et malheureusement en santé publique, c'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger. Reprenons par exemple l'exemple de la rougeole. Si on prend les statistiques de l'INVS 2008, parmi les cas observés pour lesquels le statut vaccinal a été véritablement renseigné, et c'était un nombre considérable de personnes, encore une fois, 88% n'étaient pas vaccinés, 9% en plus largement, on arrive à 14%, mais, donc 88% diminue un petit peu, mais 9% disons, ont reçu une seule dose et 2% ont reçu les 2 doses conseillées et ont malgré tout développé la maladie. Ça veut dire que pour les 2% qui répondent mal au vaccin, on va engager des recherches, des développements de nouveaux vaccins extrêmement onéreux, alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres priorités, dans la mesure où, si on arrive à couvrir les 95%, on sait qu'on va éliminer la maladie et qu'on peut se permettre une petite marge de manœuvre de faible efficacité chez certains individus. Donc tout ça représente de la réflexion, représente de la modélisation et comme encore une fois, un impact, parce que ça va être un moment la décision d'embarquer à la fois la nation dans des dépenses extrêmement importantes et les industriels, bien entendu, dans le développement d'un nouveau vaccin. Alors, il y a la problématique, bien entendu, qui nous guette tous, pour certains d'entre nous, elle nous a déjà atteints, c'est le problème du vieillissement de la population. Ça, c'est la courbe
de longévité depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et bon, cette courbe se passe de commentaires. Le commentaire, c'est qu'en 2050, plus de 25% de la population européenne aura plus de 65 ans, c'est-à-dire plus 25% de la population européenne répondra mal au vaccin, disons, en général, ou en tout cas pour ceux qui sont utilisés de façon assez régulière chez les personnes de plus de 65 ans. C'est le cas par exemple du vaccin contre la grippe et de la discussion de la vaccination antigrippale. Alors pourquoi le système immunitaire est atteint de ces naissances? On voit très bien à partir d'un certain âge que tous les signaux moléculaires qui permettent l'activation des lymphocytes T, des lymphocytes B ont tendance à diminuer, sans qu'on sache encore très bien les raisons. Le thymus a disparu depuis très longtemps. Les lymphocytes T naïfs ont été mobilisés X fois par des infections successives au cours de notre existence. Et le pool résiduel de lymphocytes T naïfs, qui peut encore être mobilisé en cas d'infection, il est souvent, ça c'est un travail fondamental qui se développe de plus en plus, au fond occupé par la présence, c'est ce qu'on appelle maintenant le virome, en fait probablement de virus comme les herpès-virus par exemple, qui nous infectent de manière chronique et qui peuvent à un moment ou à un autre présenter des antigènes qui vont être acquis par le système immunitaire. Donc l'impression que tout doucement on a un pool de lymphocytes T naïfs disponible pour une nouvelle infection qui s'amenuise, qui s'appauvrit, d'où la difficulté, a fortiori, de vacciner les personnes âgées. Donc on a un certain nombre de situations, et en particulier qui illustrent ça, qui se combinent aussi au fait que la population de plus de 65 ans a souvent du mal à se faire vacciner parce que c'est moins dans la mentalité de se faire vacciner quand on est âgé que quand on est un enfant. En tout cas, c'est probablement une des réalités. Donc l'efficacité protectrice du vaccin antigrippal, par exemple, est considérée comme modeste, c'est un euphémisme. On considère en général que le vaccin est protecteur entre 25 et 60% sur la population générale, mais qu'il est en tout cas globalement inférieur à 40% chez les personnes de plus de 65 ans, avec même un pic d'inefficacité ou de faible efficacité dans l'hiver précédent. En 2014-2015, on a eu une épidémie de grippe qui, vous le savez, a été assez agressive, puisqu'il y a eu une augmentation considérable, enfin une surmortalité assez considérable. Il y a eu 18 000 décès, alors que d'habitude, il y en a une dizaine de milliers, c'est presque un doublement, lié très probablement au faible niveau de couverture vaccinale, mais aussi au fait que le vaccin qui avait été mis sur le marché était relativement inefficace, avec en particulier un changement, un drift inattendu dans un des antigènes essentiels du vaccin contre la grippe, qui est l'hémagglutinine. Là, en l'occurrence, c'est le vaccin H3N2, donc cette molécule avait changé un tout petit peu et a rendu ce vaccin très peu efficace. Donc une vraie problématique où viennent se conjuguer chez les personnes âgées la sénescence du système immunitaire, une culture qui n'est pas à la vaccination et éventuellement de temps en temps, malheureusement, un vaccin qui marche pas très bien ou pas aussi bien qu'on aurait voulu. Donc il y a tout un tas, maintenant ça va dans cette notion de personnalisation, d'approche pour améliorer l'efficacité de la vaccination, en particulier antigrippale, mais c'est plus générique, chez les personnes âgées, qui concerne à changer éventuellement les calendriers vaccinaux, à bien entendu immuniser plus régulièrement et plus efficacement, à renouveler aussi les méthodes de vaccination. Il y a un vrai renouveau, et si vous êtes intéressé, il y a un article de Béazine Combadière à la Pitié-Salpêtrière, qui est une spécialiste de la peau et de la peau comme récepteur des molécules vaccinales, un renouveau de la vaccination intradermique avec de nouveaux outils qui permettent d'augmenter considérablement les réponses, en particulier en anticorps. Il y a toute la problématique de l'adjuvanticité, c'est-à-dire comment peut-on booster la capacité des lymphocytes B, des lymphocytes T à répondre plus efficacement aux antigènes administrés. Il y a un certain nombre d'adjuvants nouveaux qui apparaissent sur le marché, qui sont probablement à la fois mieux tolérés et plus ciblés et plus efficaces. C'est très difficile parce qu'à chaque fois, il faut totalement, si on change l'adjuvant, il faut revalider complètement le vaccin, c'est-à-dire qu'il faut refaire les essais cliniques. Donc vous voyez, il y a toujours cette notion de coût-efficacité qui reste en arrière-plan de toutes ces décisions de santé publique qui sont extrêmement importantes. Et puis, bien entendu, utiliser de nouveaux vaccins qui élargissent le répertoire de lymphocytes B. Et puis peut-être une vraie réflexion sur ce rôle de ces infections virales chroniques
qu'on a pour beaucoup d'entre nous présentes, comme le cytomégalovirus par exemple, qui mobilise inutilement le système immunitaire. Faut-il réactiver des programmes qui ont été arrêtés sur la vaccination contre le cytomégalovirus par exemple? C'est une vraie question de santé publique qui se pose aussi, avec aussi cette notion de problématique du vaccin antigrippal par exemple, de côté, il faut changer le vaccin tous les ans parce qu'il y a ce qu'on appelle le drift, c'est-à-dire cette dérive antigénique du virus, avec des risques parfois d'erreur, parce que rien n'est absolu comme il y a eu l'année dernière, ou d'insuffisance en tout cas. Et il y a de plus en plus de recherches de très haut niveau qui se développent sur la mise en place, au mon point, d'un vaccin universel contre la grippe, c'est-à-dire un vaccin qui serait indépendant des sérotypes grippaux, qui pourrait vacciner aussi bien contre H3N2 que contre H1N1 et les autres sérotypes dont vous avez entendu parler. Et un certain nombre de groupes dans le monde sont assez proches de résultats tout à fait encourageants, même si on est encore loin de la réalité qu'on voudrait bien voir se développer. Alors, l'autre point, c'est la réalité sociétale. J'en ai déjà parlé. On va en reparler dans les semaines et dans les mois qui viennent avec cette réflexion sur la vaccination. C'est quand même le fait que s'instille ou se distille tout doucement dans la population cette notion de défiance. C'est le terme officiel. C'est ce que les anglo-saxons appellent vaccine hesitancy, qui est un très joli terme aussi. Et j'ai mis ici comme référence une revue récente de l'Organisation mondiale de la santé qui a vraiment mis ça, Marie-Paul pourra nous en parler éventuellement, dans ses priorités, c'est-à-dire, encore une fois, plutôt que de forcer sur ce concept de vaccination de masse en disant si vous ne vous vaccinez pas, c'est une catastrophe, c'est absurde, essayer de mieux comprendre quelles sont les racines, je dirais, sociologiques, anthropologiques de cette hésitation ou défiance, excusez-moi, à se vacciner, qui commence tout doucement, même si ce n'est pas une règle générale, heureusement, à se développer dans la population. Et je pense qu'il faut prendre ça à temps, comprendre et adapter, en dehors même, effectivement, de notre devoir de mettre sur le marché, à terme, des vaccins mieux tolérés. Le dernier point, c'est les réalités microbiologiques. Je n'en parlerai pas plus que ça parce que commence à se faire tard. Savoir que les vaccins multisérotypiques, par exemple, comme le vaccin pneumococcique, où en gros une bonne vingtaine de sérotypes sont pathogènes et éventuellement responsables d'infections graves, en particulier chez les jeunes ou chez les personnes âgées, ces vaccins multisérotypes sont sujets, bien entendu, à des phénomènes d'échappement, c'est-à-dire à l'apparition, en particulier pour le pneumocoque, qui a une compétence énorme, c'est-à-dire que le pneumocoque est capable, beaucoup plus que certains autres micro-organismes, d'échanger de l'ADN. On a parlé de ces choses-là dans des leçons précédentes. Et donc, au fond, on peut avoir un sérotype qui, jusqu'à présent, était très peu virulent, devenir virulent parce qu'il a reçu, par échange génétique, par compétence, des gènes à partir des sérotypes classiques virulents. Donc, il y a tout un mélange permanent. Et c'est comme les antibiotiques, si vous mettez de la pression sur cette population microbienne complexe qui est capable d'échanger à haute efficacité des gènes, vous allez voir émerger des variants, et ces variants sérotypiques, ils ne sont plus soumis à l'effet de la vaccination, puisqu'ils n'étaient pas dans le vaccin lui-même en termes de sérotypes. Et tout ça apparaît tout doucement sur des courbes où on voit peu à peu, en particulier chez les jeunes, augmenter la fréquence des sérotypes non présents dans les vaccins, en particulier dans le vaccin qui a 7 valences, mais aussi même dans celui qui en a 23. Je pense que parfois, encore une fois, le monde microbien a des capacités qu'il faut comprendre et traiter. Pour l'instant, ce vaccin reste phénoménal dans son activité, en particulier chez les jeunes. C'est la partie rouge de la courbe où vous regardiez. L'efficacité protectrice est majeure et a fait disparaître les méningites à pneumocoque et des infections pulmonaires graves, mais commence à avoir un tout petit peu d'échappement, c'est-à-dire un petit clignotant qui s'est allumé, les publications s'accumulent et il faut qu'on y fasse très attention. Et là encore, la recherche académique et industrielle s'est lancée dans la possibilité, comme pour la grippe, de trouver un vaccin qui soit indépendant des sérotypes, en particulier avec un antigène qui est en fait un système d'adhésion, un pili qui permet au pneumocoque de s'accrocher aux cellules. Là, on parle d'une protéine qui est stable, qui est la même ou très très conservée d'un sérotype à l'autre, et on peut essayer
de cette façon-là, d'avoir ce qu'on appelle une cross-protection, c'est-à-dire d'éviter la protection dépendante de sérotypes. Donc ce paradigme vaccinal du XXIe siècle, je ne suis pas en train de lire dans une boule de cristal, j'en aurais pas l'audace, au fond, on ne va pas voir de grands changements, a priori, dans ce qui est proposé. On va continuer à avoir une grosse dose de vaccination de masse en utilisant, si possible, dès que possible, des vaccins améliorés. On a parlé de la rougeole, je ne vais pas réinsister sur cette situation-là. On voit bien que quand on lève, encore une fois, le pied sur cette politique de couverture large, on fait des bêtises. On va bien entendu avoir une optimisation de l'efficacité des vaccins, dans la qualité, la nature des antigènes, de nouveaux antigènes qui assurent des protections croisées, on vient d'en parler, d'optimisation de la tolérance des vaccins. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le vaccin risque zéro est un petit peu l'objectif ultime de tout ça, des modes d'administration, et puis une dose croissante de personnalisation, mais encore une fois, pas nécessairement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de certains groupes de population ou de situations d'âge ou de cliniques particulières, et aussi quand même personnalisation au sens de l'enrichissement de la panoplie d'antigènes que vont présenter ces vaccins, de manière à couvrir aussi, autant que faire se peut, les individus qui répondent mal, qui ne sont pas protégés ou faussement protégés. Donc on est là dans une espèce de nouveau paradigme, mais qui finalement ressemble quand même fort, modifié, altéré dans une certaine mesure par les progrès et la diversification des vaccins et des situations où la vaccination pourrait représenter un avantage de santé publique. On reste dans une situation de cette nature. Alors, il y a des travaux extrêmement élaborés à l'heure actuelle pour essayer d'amener en fait ces vaccins, et ça c'est la notion d'efficacité et aussi de tolérance, vers un degré, je dirais, de réalisation, de pureté, de qualité qui est celui qu'on exige en fait d'un médicament. Et le vaccin devient de plus en plus, par les exigences de régulation et par la volonté de ceux qui les réalisent, en fait, des véritables médicaments. Et un très bon exemple, c'est celui de la synthèse maintenant chimique qui s'est emparée de certains développements vaccinaux, en particulier ces vaccins conjugués dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on peut maintenant synthétiser des blocs, ce qu'on appelle des building blocks de sucre complexes, les associer, maîtriser leur longueur, maîtriser leur composition exacte, maîtriser la densité de greffe ou de conjugaison de ces blocs de sucre sur des protéines porteuses. Donc il y a toute une introduction finalement au fond de ce qu'est la chimie thérapeutique dans le développement de vaccins qui va là marquer, peut-être pas notre paysage vaccinal dans les années immédiates qui viennent, mais certainement le paysage vaccinal à plus long terme. Et on a par exemple dans mon laboratoire avec Laurence Mullard et Hermel Falipon depuis un certain nombre d'années développé grâce je dirais, au talent de Laurence dans la synthèse des sucres complexes, de nouvelles approches qui commencent à maintenant être véritablement prises en considération, qui consistent vraiment à maîtriser totalement la synthèse du sucre complexe qu'on greffe sur la protéine carrière et à faire finalement un vaccin sur mesure et en même temps de qualité et on espère de tolérance maximum. Je prends juste un exemple pour vous expliquer un petit peu plus clairement ce que je dis. Ça, c'est le domaine dans lequel on essaye de développer un vaccin qui est celui de la shigellose. Et malheureusement, je dirais, il y a beaucoup de sérotypes. On reparle de sérotypes ici, c'est-à-dire de sucres complexes. Et ces sucres, en fait, leur antigénicité, en dehors de la nécessité de liaison à une protéine, est très dépendante de modifications secondaires qui sont des glycosylations ou des acétylations. Et si on part du composé naturel, c'est-à-dire on extrait de la bactérie les sucres nécessaires pour faire le vaccin, les hydrolysacides, les étapes de détoxification, puisqu'il y a l'endotoxine, c'est des grammes négatifs, altèrent en fait ces petits résidus qui sont branchés là sur ces building blocks de sucre. Et au fond, au début on se disait c'est pas très grave, on s'aperçoit que ça, en fait, c'est essentiel dans la conformation, la contrainte des antigènes qui permet l'expression correcte des épitopes. Et on avait publié ça dans Science
grâce à des mutants en fait, qu'on avait observés chez Shigel en 2005, avec un collègue du Royaume-Uni et ami qui s'appelle Christophe Tang. Ce qu'on avait montré, c'est qu'au fond, par exemple, dans cette chaîne linéaire de sucre qui est composée de rhamnose, 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 N-acétylglucosamine, on a une structure qui est filamenteuse, avec un brin de lipopolysaccharide extrêmement long. Et l'épitope, là-dedans, il est perdu. En fait, dès que la molécule est glycosylée, on avait modélisé ça, y compris par IRM, vous voyez que la glucosylation entraîne un changement, une contrainte, qui fait que la molécule de linéaire devient hélicoïdale et exprime en fait à sa périphérie, ça fait comme un cylindre maintenant, les épitopes qui vont être les épitopes les plus immunogènes. Donc il y a une vraie nécessité, encore une fois, quasiment de pharmacologie des antigènes, en particulier quand il s'agit de sucre, qui est parfaitement maîtrisée, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de branchement de radicaux sur ces sucres, chose que vous ne maîtrisez pas malheureusement quand vous traitez un matériel naturel. Donc c'est juste un exemple pour vous dire que les technologies progressent. Et pour reprendre une diapositive de mon ami Rino Rappuoli, les approches changent aussi parce que notre connaissance des microbes aussi change considérablement en termes de physiologie, en termes de structure de ces épitopes. Il y a de plus en plus de réflexions sur des comparaisons d'antigènes par leur structure et non pas uniquement par leur composition chimique. Donc on voit tout doucement se développer ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire cette fragmentation un petit peu pour le bon, pour une bonne chose, de ces différentes populations par rapport auxquelles on va essayer de personnaliser dans une certaine mesure les vaccins qui vont être offerts. Et puis bien entendu, et ça c'est une façon d'introduire Marie-Paul Kieny, cette énorme demande bien entendu de vaccination pour les pays pauvres, pour les pays en voie de développement, pour prendre le terme classique, qui nous offre aussi ou nous demande un élargissement considérable de la panoplie de vaccins disponibles, si tant est que tout ça soit, comme je le disais au cours de ma présentation, à la hauteur des moyens que les gouvernements sont prêts à y investir. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on en avait parlé quand j'avais parlé de maladies infectieuses et pauvreté. Il y a de nouveaux partenariats qui se mettent en place pour ce type de développement, mais ça reste quand même à chaque fois des choix stratégiques complexes pour lesquels il faut beaucoup de soutien et de compréhension des phénomènes. Donc je termine ici en rementionnant cette surprise, enfin pas tout à fait une surprise, des journaux dans lesquels sont parus hier cette annonce par la ministre de la Santé d'un grand débat. Tout est toujours grand en France, donc on verra si ça atteint la grandeur espérée, pour rassurer les Français avant une possible réforme de la vaccination. Un des points essentiels, j'ai déjà mentionné, est la notion et le débat de savoir si on abandonne la notion de vaccination obligatoire. C'est un vrai débat. Je ne sais pas s'il sera traité correctement. Ce que je peux dire, c'est que la France a 100% de couverture et est au premier rang européen pour ce qui concerne les vaccins obligatoires, d'étécoque polio, et elle est au 6e ou 7e rang pour ce qui concerne les vaccins conseillés, comme le ROR par exemple. Alors, je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse véritablement, collectivement, aux décisions qu'on veut prendre. Et si on prend une décision de non-obligation, qui, je pense, est ce qui se pointe à l'horizon, ça nécessite aussi inversement un vrai effort collectif de connaissance, de compréhension des problématiques de santé publique. Et j'espère, par les temps qui courent et la complexité de notre société, que ce sera un débat qui pourra garder son cap et aboutir à quelque chose de cohérent, de sensé et qui aura aussi probablement un coût en termes d'éducation. Et donc voilà, on est là-dedans et c'est bien, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Et j'espère humblement que ce que je vous ai raconté là, moins humblement pour ce que vous racontera
Marie-Paul, qui est vraiment une spécialiste à l'échelle planétaire de la problématique des vaccins, vous permettra de vous éclairer un tout petit peu dans ce débat auquel vous allez assister dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie.